Traditionnellement, donc, il me revient la tâche de vous présenter notre rapport d'activité. Vous avez reçu par mail celui de la saison cynégétique 2020-2021. Il est également visible sur notre site internet. Je vous y renvoie d'ailleurs pour plus de détails. Vous comprendrez que dans ces conditions dématérialisées, il ne m'est pas possible d'être exhaustif sur tous les sujets. Alors, pour des raisons de temps et de technique, j'ai également intégré dans ce qui va suivre mon rapport moral, bien sûr. Vous aurez donc à vous exprimer donc, lors du vote des résolutions sur le rapport moral et d'activité. Et je vais m'efforcer d'être clair, concret et concis. Au-delà du bouleversement de nos habitudes et de la remise en cause de nombreuses de nos certitudes, la Covid nous a confrontés à des situations douloureuses. Je voudrais à cet instant que nous ayons tous une pensée pour celles et ceux d'entre nous qui nous ont quittés et ceux qui ont dû lutter contre cette maladie. Notre ami René Goren en particulier, ancien administrateur, louvetier, président d'AICA, de l'AICA du Grand Conflent, qui désormais a rejoint Saint-Hubert dans sa partie de chasse éternelle, manquera à beaucoup d'entre nous. Voici donc l'acte 2 de la dématérialisation. Après la vidéo des réunions de secteur, nous allons vivre ensemble à distance notre Assemblée Générale 2021. Je dois reconnaître que la pratique de la chasse a connu pas mal de turbulences durant cette saison. Nous ne sommes pas les seuls, certes, mais j'aurais aimé faire partie des exceptions. Cette année restera donc comme celle d'une fracture idéologique toujours plus grande entre les ruraux et les autres. Le référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, et ses variantes législatives en sont l'illustration parfaite. Sous couvert de bien-traitance animale, la motivation de faire disparaître toutes les chasses traditionnelles ou de nous empêcher plus simplement de manger de la viande, du foie gras ou du gibier sont les nouvelles doctrines qu'on tente de nous imposer. Je vous transmettrai très prochainement par le biais de notre newsletter habituelle la liste des parlementaires d'ailleurs qui ont signé le manifeste de soutien au RIP. Je ne ferai pas de commentaires complémentaires. La manifestation de Prades en septembre dernier, à laquelle nous avons été associés au titre de fédération d'accueil, si je puis me permettre ce terme, a d'autant plus été un franc succès par sa participation qui s'est déroulée dans le calme et le total respect des biens et des personnes. La presse n'aurait pas d'ailleurs hésité à nous clouer au pilori s'il en eût été autrement. Merci donc à tous les participants de cette leçon de civisme donnée à nos détracteurs. La seconde période de confinement, à l'automne, a été également une période difficile. Au final, c'est dans le cadre de nos missions de service public et d'intérêt général que les chasseurs ont pu obtenir des dérogations à l'interdiction de se déplacer durant cette période, cela au motif du maintien de la régulation de la faune sauvage et des espèces animales classées comme nuisibles. Les modalités pratiques de ces missions d'intérêt général concernant la chasse ont été définies par les préfets en consultation avec les acteurs de terrain. À cet instant, je souhaite d'ailleurs très sincèrement et très officiellement remercier M. Étienne Stoskopf, préfet du département, et les services de la DTTM pour leur réactivité et leur compréhension. Vous le savez, la chasse n'a été autorisée que pour des espèces particulières, sous certaines conditions, l'objectif poursuivi étant de permettre ainsi de limiter les dégâts occasionnés aux cultures agricoles. Je ne reviendrai pas sur les détails de cet épisode car nous avons communiqué largement sur le sujet. Le bilan de cette période de confinement et de couvre-feu est cependant mitigé, car contrairement à d'autres activités de nature qui peuvent se pratiquer toute l'année, la chasse du petit gibier et des migrateurs, qui a une saisonnalité évidente, n'a pu bénéficier de ces dispositions dérogatoires. Je
Je suis bien conscient des dissensions et des incompréhensions suscitées ici et là, mais cette situation exceptionnelle a impliqué des mesures d'exception auxquelles nous avons dû nous plier. Néanmoins, sachons rester positifs, chacun a pu quand même pratiquer un peu sa passion, avec sûrement moins de convivialité et de complicité que d'habitude. Il n'empêche, et j'en suis conscient, il faudra s'employer à passer ce cap entre nous en restant unis et solidaires. Ne tombons pas surtout dans le piège dans lequel on cherche à nous faire tomber en opposant la chasse dite de loisir, terme d'ailleurs que je réfute, à une chasse utile qui aurait donc une vraie légitimité. Comme si la Covid-19 ne suffisait pas, l'épizootie de grippe aviaire a pénalisé les spécialistes du gibier d'eau tout particulièrement. Je suis conscient que leur situation devant les problèmes de transport d'appelants liés à l'influenza aviaire a été très difficile. Là aussi, c'est un sujet qui dépasse les compétences des fédérations départementales. Charles Navarro, notre administrateur, très investi sur le sujet, m'y a sensibilisé et j'ai pu m'entretenir donc avec le président national, Willy Schramm, largement convaincu d'ailleurs que de telles restrictions devaient être révisées avec les ministères compétents. En ce qui concerne le service formation, la situation est quelque peu identique car seules les formations et les examens du permis de chasser ont été maintenus. Je remercie à cet effet les services de l'Office français de la biodiversité, M. Daniel Lopez, l'inspecteur, pour sa disponibilité, ainsi que notre technicien Fabien Durand qui s'investit dans cette formation avec rigueur et sérieux avec notre administrateur référent Philippe Solès. Vous le comprendrez, tout cela a été extrêmement difficile à gérer et à expliquer. Mais que serait la France, mes amis, sans cette ribambelle de technos qui aiment tant compliquer tout ce qui pourrait être si simple. Si enfin le bon sens pouvait s'imposer, mais bon, ne rêvons pas. En matière de dégâts, non seulement je ne rêve pas, mais je cauchemarde. Je reviendrai dans quelques instants avec la présidente de la Chambre d'agriculture sur la situation de ce dossier. Nous allons ensemble, avec les services de l'État, mettre en place un plan d'action global, car le monde de la chasse ne peut plus assurer financièrement les conséquences économiques de la loi d'indemnisation des dégâts de 1968. De même, les agriculteurs ne doivent plus être lourdement pénalisés par la perte de leur récolte. À cet effet, je voudrais rendre un hommage très appuyé au louvetier, à son président actuel Jean Cabasso et à son prédécesseur pour leur engagement sans faille auprès du monde cynégétique. Avant d'aborder les sujets thématiques comme celui des dégâts que je viens de citer, mais également les effets induits pour notre fédération de la réforme de la chasse, la sécurité, la biodiversité, l'éco-contribution, la valorisation de la venaison et un point juridique, je veux évoquer un climat de tension extrême dont sont victimes les chasseurs. La haine et la violence ont explosé par le biais des réseaux sociaux. Les propos haineux ou les menaces de mort à l'encontre des chasseurs se sont multipliés. Et notre département ne déroge pas à la règle. On ne peut pas répondre à la violence par la violence. Mais nous ne devons plus l'accepter. Je vais être très vigilant et la Fédération poursuivra devant les tribunaux tous ceux qui, planqués derrière leur clavier d'ordinateur, se croient au-dessus des lois et se permettent d'écrire l'inacceptable. Tout comme moi, vous ne devez plus rien laisser passer. Vous devez le rappeler à tout le monde. Nous ne devons plus avoir peur de dénoncer ce que nous subissons chaque jour par une poignée d'illuminés, car nous sommes dans notre bon droit. Ne nous cachons plus et portons systématiquement toutes ces exactions devant les tribunaux compétents. Je ne voudrais pas qu'on finisse par une bataille rangée dans les campagnes. Je vais d'ailleurs sensibiliser le préfet sur ce sujet. Comme le gouvernement a dissous d'ailleurs certaines associations dangereuses pour la République, il me semble que dans le domaine des opposants aux activités rurales, qu'elles soient professionnelles ou passionnelles, il y a un vrai vivier
sans être obligé de déranger les juges du Conseil d'État. Vous l'aurez compris, il faut sortir de la logique d'opposition et du principe d'interdiction, hélas bien connu, de l'écologie politique. Je pense évidemment, vous l'aurez aussi compris, aux futures élections départementales et régionales de juin prochain. Ma conviction est que l'écologie politique ne doit pas gagner sur nos territoires en méprisant la ruralité. Nous devons faire de cette échéance un espoir pour la ruralité. Tous nos adversaires seront présents dans cette élection. Que les choses soient claires. Les amis de mes ennemis seront tous mes ennemis. Sans aucun état d'âme, si nous n'avons pas de garantie avérée. Je n'ai pas l'habitude de la langue de bois, il fallait que cela soit dit pour ne rien regretter. Je vous invite maintenant à découvrir plus en détail les thématiques de référence que j'ai citées plus haut dans mon intervention.